géologue géophysicien pétrolier, a travaillé pendant 37 ans pour la Compagnie française des pétroles, devenue Total par la suite. Il a été l'auteur remarqué d'un article dans la revue Scientific American en 1998 intitulé « The End of Cheap Oil », la fin du pétrole bon marché. Ancien élève de l'école polytechnique, ses travaux sur les études de sismique réfraction ont contribué à la découverte du plus grand champ pétrolifère d'Afrique. Mis à la retraite par Serge Tchourouk en 1991 à l'âge de 60 ans, alors qu'il comptait rester jusqu'à 65 ans, il a néanmoins continué à travailler bénévolement en donnant des conseils dans le monde entier sur l'avenir de l'exploration et de la production du pétrole et du gaz naturel. Il est cofondateur et membre actif de l'Association for the Study of Peak Oil and Gas, association pour l'étude des pics pétroliers et gaziers, et il considère qu'aujourd'hui, à 83 ans, il travaille autant qu'à 60. Jean Laherrère, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur avec l'Américain Colin Campbell. Non, non, il est anglais. Il est venu lundi dernier et je lui dis en définitive, qu'est-ce que vous êtes, anglais ou écossais? Parce que bon, il m'a dit, je suis un étranger, Oui. foreigner. D'accord. Alors, cofondateur avec l'anglais Colin Campbell de l'ASPO, Association for the Study of the Peak Oil. Pouvez-vous nous rappeler rapidement... Oil and gas, que j'ai fait rajouter ensuite. Donc, c'est oil and gas. Toutes ces précisions sont importantes. Pouvez-vous nous rappeler rapidement l'historique de cet organisme et sa vocation? Bon, d'abord, il faut dire que cet organisme a été créé, donc Campbell et moi-même et d'autres, on était des géologues à la retraite. Donc on a un passé de pétrolier donc en activité, et moi j'ai été mis à la retraite par Tchourouk, et qui avait considéré, quand il a pris la présidence, que tout ce qui était long terme n'avait aucune importance. Donc moi j'ai été mis à la retraite parce que j'avais plus de 60 ans, je voulais rester jusqu'à 65, mais j'ai été mis à la retraite par Tchourouk, et donc je me suis dit, je ne veux pas continuer, comme je m'intéressais au pétrole long terme, je vais continuer à m'intéresser d'une façon différente, bénévole, je dirais bénévole. Et donc j'ai travaillé avec la seule base de données qui existait à ce moment-là au monde, qui était Petroconsultant, qui avait été créé par un géologue américain, et qu'il avait installé ensuite. Donc Petroconsultant, avec 300 personnes qui collectaient toutes les données et qui les revendaient, c'est ce qu'on appelle le scout. Le scout aux États-Unis, c'est David Crockett. Dans les guerres, il fallait avoir un scout, c'était un qui espionne l'ennemi. David Crockett, c'est ce qu'il faisait. Et donc, un éclaireur. C'est l'éclaireur, exactement. Le scout de France, c'est l'éclaireur. C'est l'éclaireur, oui. Et donc, aux États-Unis, moi, au Canada, quand j'étais patron de l'exploration d'un filiale de la CFP, j'avais mon scout. Donc, on peut lui demander, tiens, je veux avoir, je veux tel renseignement. Et donc, je veux tel renseignement, le log de tel puits. Et vous disiez simplement, combien? Alors, vous disiez 5000 $. Puis quelques jours après, vous leur demandez, vous disiez merci, vous ne demandez pas comment il avait obtenu. Ça, c'est ça le scout. C'est le boulot qu'a fait Petroconsultant après. Alors, Petroconsultant, donc, il par des moyens plus ou moins d'espionnage, il a récolté toutes les données du monde. Et donc j'ai été le voir, je lui ai dit, vous avez les données, moi j'ai... donc le Petroconsultant, c'était, je dirais, comme j'appelais, des moines, comme les moines recopiaient tous les documents, la plupart d'ailleurs ne savaient pas écrire, mais ils recopiaient. Et donc Petroconsultant, au départ, c'était exactement la même chose, ils collectaient toutes les données, et ils les rassemblaient, et il y avait quelques retraités de Shell qui vérifiaient. Bon. Donc ils ne faisaient pas de synthèse, ils ne faisaient que et donc on a commencé par
un moment avec deux autres géologues qui étaient Alain Perraudon, hein, le grand géologue français qui a écrit des tas de livres, et Gérard de Maison, qui était un géochimiste qui avait travaillé avec Chevron. Donc Perraudon est le premier qui a parlé de système pétrolier. Maintenant qu'autrefois on ne s'intéressait qu'à la tectonique puisqu'il fallait trouver des pièces. On a fait des rapports avec Alain Perraudon et de Maison. Ensuite on a eu Colin Campbell. Alors pour vous montrer, voilà un rapport de Pétroconsultant. Oui, Pétroconsultant. Hein, donc rapport The World of Supply. Donc vous voyez, hein, alors ça, ce n'est que le volume 1. Vous avez... Ça, c'était des rapports de quelle année? Volume 2, ça c'est 95. Volume 2 et volume 3. Donc vous voyez, oui. Vous voyez que hein, ce n'est pas... Hein, c'est basé sur... Vous voyez par exemple notre rapport que l'on a fait, mais non plus avec Pétroconsultant, mais qu'on a vendu parce que Pétroconsultant trouvait que c'était pas très intéressant de parler du non conventionnel. On s'était intéressé. Ça, c'est du 98 avec Petroleum Economist. Alors vous voyez, hein, donc Perraudon, l'ARR et Campbell. Alors création de l'ASPO, quelle année? Alors, création. Donc ça a été 2000-2001. D'accord. Donc ASPO a été créé et la première conférence internationale, donc Colin Campbell a créé le terme PICOI, oui, et ASPO, et les conférences Uppsala 2002, Paris 2003, Berlin 2004, Lisbonne 2005, Pise 2006, Cork, l'Irlande 2007, Barcelone 2008, Bruxelles 2011, Vienne 2012. Donc au départ, ASPO était des géologues plutôt à la retraite, hein, vous intéressés, européens, donc c'était basé sur l'Europe. Mais très vite, les Américains sont venus, notamment Matt Simmons, hein, et d'autres. Et donc en 2005, je crois, on a dit, bien, on va créer des ASPO nationaux. Oui. Et donc, notamment, France, etc. Donc, vous avez maintenant, vous en avez une trentaine d'ASPO nationaux. Donc, le principal, c'est USA, qui est devenu un très grand think tank politique. D'ailleurs, maintenant ils se sont installés à Washington pour pouvoir influencer. Et donc vous en avez en Chine, vous en avez un peu partout. Et vous avez un ASPO France qui a été donc créé par moi, avec Alain Perraudon, avec Pierre-René Bocquis, donc des anciens pétroliers, et nous sommes une vingtaine d'autres, et nous avons donc c'est une association à but non lucratif. Donc les objectifs, c'est ceux d'ASPO, c'est 3 objectifs: informer sur les ressources mondiales de pétrole et de gaz naturel et leur incertitude, expliquer la réalité du phénomène de déplétion, que si vous voulez, un gisement de pétrole, ou de gaz, mettons pétrole, c'est une accumulation qui est, donc vous avez du pétrole qui est au-dessus de l'eau, puisqu'il est plus léger, et vous avez du gaz au-dessus du pétrole, puisque, des fois du gaz, puisqu'il est plus léger que le pétrole, et qui est donc surmonté par quelque chose qui est imperméable. Et il y a une certaine pression. Donc quand on a fait un puits, comme quand un puits d'eau, il peut être, si la pression est forte, il est artésien, donc c'est ce qu'on voit toujours, le pétrole qui jaillit, etc. Donc il y a toujours... Bon. Géant, James Dean. Voilà, etc. Donc, mais dès qu'il commence à produire, il commence à perdre de la pression. Et donc très vite, dès que la pression descend, il faut donc à ce moment-là le recomprimer.
Alors qu'est-ce qu'on fait, hein? On fait des puits, hein, dans le plan d'eau, dans l'eau, et on injecte de l'eau, ou on fait des puits au-dessus dans le gaz, et on injecte du gaz. Donc on fait, si vous voulez, vous avez d'abord une récupération primaire, qui simplement on laisse le puits, le champ perdre de la pression. Alors moi je fais toujours, quand je fais mes cours, hein, je fais des cours à l'école des mines de Paris, qui est à Sophia Antiporis, un master d'optimisation des systèmes énergétiques. Je dis c'est pas difficile, hein, la façon dont on produit un puits, c'est exactement comme pour les hommes, puisqu'on fait ça debout, hein, vous voyez, vous videz, vous commencez, hein, le jet va très loin. Et puis après ça commence à descendre, descend, donc c'est la pression. Après, hein, qui baisse. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous comprimez la vessie. Alors hop, vous reprenez un peu de force, hein, mais ça continue à baisser. Puis ça baisse. Et puis à la fin, ben, il n'y a plus grand-chose. Alors vous secouez, c'est ce qu'on appelle un enhanced oil recovery. Vous récupérez quelques gouttes. Donc c'est exactement la même chose. Un gisement pétrolier, il faut, hein, faire de la récupération primaire, après secondaire, mais très vite maintenant on fait du secondaire, c'est-à-dire qu'on éjecte, on fait de l'injection aussitôt, alors qu'autrefois on attendait. Et puis à la fin, hein, on fait du tertiaire, c'est-à-dire on emploie du chimique, on emploie des polymères, on emploie de la vapeur d'eau, c'est-à-dire qu'on change, hein, sur les huiles lourdes, on les rend plus fluides. Donc la déplétion, c'est le moment la déplétion commence dès que vous produisiez. Mais il faut l'expliquer. Donc je vous dis, donc le deuxième motif, expliquer la réalité du phénomène de déplétion. Et troisième, étudier la déplétion et ses conséquences en tenant compte de la demande en énergie ainsi que des aspects technologiques, économiques, sociaux et politiques. Alors, ce qu'il y a à ASPO, si vous voulez, on a fait je dirais, le pic d'ASPO a été la réunion qui s'est passée à Cork en 2007, où James Schlesinger, l'ex-secrétaire de l'énergie US, a dit « vous avez gagné ». Donc, en 2007, pratiquement, alors que, moi, si vous voulez, hein, donc, bon, le pic était admis. Pour revenir, on a dit on va publier ça, et donc on a une publication scientifique américaine, hein, The End of Cheap Oil. Et donc, la fin du pétrole bon marché. La fin du pétrole bon marché. Donc, et donc, vous voyez, alors on cite, donc il y avait de belles images, et vous avez, hein, un graphique, alors vous avez King Hubert, et vous avez ce graphique ici, qui est très intéressant, parce qu'il vous montre, hein, la façon dont les réserves sont publiées. Donc vous avez les données politiques, enfin publiques qui sont politiques et financières, et les données techniques qui sont confidentielles. C'est pas la même courbe. Alors c'est pas du tout la même courbe, on va en parler un peu plus tard. Donc vous avez, donc il y a eu Scientifique Américain, mars 98, vous avez eu, puisque la Scientifique Américaine est traduit en France pour la science, et vous avez donc mai, vous voyez, hein, 1998, pénurie, pétrole vers pénurie, et vous avez, hein, donc l'article, c'est la fin du pétrole bon marché. Marché. Et donc, je dirais qu'un certain nombre de scientifiques ont réagi, mais absolument pas le public. Et pourquoi? Pour qu'en 98, le pétrole était à 13 $. 99, 10 $. Donc, quels sont ces charlots qui parlaient de la fin du pétrole bon marché? Ce n'est qu'en 2005, que quand le pétrole est monté à 50 $, que j'ai vu arriver des équipes de télévision d'Antenne 2 pour passer, je suis passé en 2005 chez Pujadas, ils sont venus m'interviewer ici, d'ailleurs je crois que c'était dehors, et je suis passé donc aux 20 h, donc, parce que le pétrole était à 50 $. Et puis donc, quand il est monté à 140 en 2008, alors 140 2008, c'est août 2008. Pourquoi 140? Parce que les Chinois, pour réussir leurs Jeux olympiques, hein, ont pris tout le pétrole qu'ils voulaient, ils ont rempli toutes leurs cuves pour être donc le pétrole est monté à 140. On fait monter les prix. Et puis après, il y a eu la crise économique,
les subprimes, c'est descendu à 35. Bon. Donc là aussi, on a commencé à dire. Et puis il est remonté à 100. Et puis maintenant il est à 100 depuis lors. Mais si en 2007, le picole était accepté comme un fait, est arrivé les gaz de schiste, le pétrole de schiste, ou ce qu'on appelle de roche-mère, parce qu'en définitive, le pétrole qui est produit aux États-Unis dans les roches-mères, c'est pas du tout dans la roche-mère, ce qu'on appelle le bacon, c'est dans un réservoir qui est un peu dolomitique et qui est entre deux bancs d'argile. Oui. Parce que donc c'est pour ça que les Américains n'appellent pas du tout, ont changé le nom, Shell Oil, et donc changé, on l'appelle maintenant Light Tight Oil, parce qu'il y avait aussi la confusion avec Oil Shale. Oil Shale, c'est les schistes bitumineux. Les schistes bitumineux, c'est la roche-mère immature qui existe en surface, les schistes d'auteur en France, qui ont été produits dès 1810. La France a été le premier producteur de pétrole, je dirais... Non conventionnel. Non conventionnel, à Autun, avec Pechelbronn. Et à Pechelbronn. Et Pechelbronn. Exactement. Et donc, dès qu'il y a eu la production du bacon, qui a commencé au Montana et puis après au North Dakota, la production est montée, puisque je vais vous montrer des graphiques, à l'heure actuelle, il y a des tas de gens qui vous disent « Ah ben le picole, non, c'est une théorie complètement fausse ». Et donc... Alors, en 2007, le picole commence à être admis par les autorités officielles. Et puis arrive l'huile de roche, le gisement de Bakken. Oui. Et là, de nouveau, on vous reprend pour des charlots. Ah, exactement. Exactement. La montée du bacon, et en plus qui a été aussi avec au Texas, le Eagle Ford, oui. Qui a fait que les États-Unis ont augmenté leur consommation, leur production de 2 millions de barils par jour. Et il y a 2 ans, Toreador, qui cherchait l'équivalent du bacon dans le bassin de Paris, avait fait des articles en disant 70 milliards de barils sous la Tour Eiffel. Oui, on a eu des pronostics époustouflants. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison. Oui, il y a eu 70, même nous, on avait calculé 100 milliards, on avait fait étudier le bassin de Paris en 94. D'ailleurs, on a été plus optimiste parce que, bon, on avait des données un peu fausses. Mais il y a eu 70 milliards qui ont été récupérés, qui ont été générés. Et à l'heure actuelle, on a récupéré moins de 500 millions. Donc vous voyez, on est loin des 1%. Et pour le bassin de Paris. Et donc, il reste énormément de pétrole dans les sédiments. Mais c'est exactement pareil. Vous savez que la principale mine d'or, c'est dans les océans. Mais on ne peut pas aller le chercher. Si, ouais. On peut aller le chercher, mais c'est pas économique. C'est pas économique. C'est comme la principale mine d'uranium, c'est aussi les océans. Ouais. Mais c'est pas économique. Bon. Donc le grand problème, c'est de distinguer, de savoir raisonner entre les réserves, ce qui sera produit, des ressources qui sont dans le sous-sol, et ne pas les confondre avec les ressources, puisqu'il y a un rapport de 1 à 100. Alors, pour les pétroles de schiste actuels nord-américains, qui donnent à peu près 2 millions de barils jour, je vais vous donner. Bacon plus le Texas, quel est leur avenir? Puisque
Puisque l'avenir. Alors, c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, on repousse la réalité du peak oil à cause de ces, exactement. de ces huiles de roche-mère. Alors, il y a deux quel choses. est l'avenir de cette production pétrolière? Alors, l'avenir, si vous voulez, donc voilà cette courbe, hein, qui est la courbe de pétrole aux États-Unis, qui commence en 1859. Hein, vous montez ici, vous avez un peu, ça monte, et ça monte jusqu'en 1970, qui avait été prévu par King Hubert. King Hubert avait fait sa prédiction en 1956 en calculant les ultimes. Donc il avait deux estimations d'ultimes qui étaient 150 pour les États-Unis, 150 milliards de barils, c'était son estimation, et 200, c'était l'estimation la plus haute qui était d'une enquête Delphi qui était faite par Wallace Price, qui était le principal, enfin l'un des plus grands géologues pétroliers aux États-Unis. Donc il avait dit il y aura un pic, c'est soit 1965 ou 1970. 1965 pour 150 milliards et 1970 pour 200 milliards. Donc vous voyez, d'augmenter d'un tiers, de passer de 150 à 200, on a reculé le pic oil que de 5 années, ce qui est très peu. Donc vous avez une redescente ici, là, des 48 États, vous avez l'Alaska, qui est monté, et puis vous avez maintenant ici, hop, et ça remonte. Et ça remonte, à cause, vous avez ici, vous avez le Texas, vous avez ici le North Dakota, qui est ici, et vous avez aussi le Deepwater. Donc vous voyez, donc ici, tout le monde est d'accord pour dire que le pic va arriver. L'USDOE dit d'ici 2 ou 3 ans. L'USDOE, c'est l'US Department of Energy, et puis après vous avez le Energy Information Agency. Donc, tout le monde est d'accord sur le pic. Donc le pic, sur la date, en disant c'est dans les 3 ou 4 prochaines années. Bon. Je dis c'est sans doute l'année prochaine. Oui. Bon, mettons que... Mais par contre, eux, ils mettent un déclin très lent. Tandis que moi, je mets un déclin assez fort. Pourquoi cette différence de sinus sur la courbe du déclin? Pourquoi le déclin? Alors, si vous voulez, autant dans les champs conventionnels, on sait calculer je dirais le volume en place, puisque là, c'est calculé, il suffit de le calculer très simple, c'est, vous avez le pétrole qui est dans les pores, donc on calcule la porosité, on calcule donc, le volume des pores, on sait qu'il y a du pétrole et de l'eau, donc il faut calculer, enlever l'eau, on sait la surface, donc on calcule le volume des pores, de là-dessus, on dit la temps qui est calculé et qui a du pétrole, et combien on va en récupérer. Alors, le taux de récupération, il varie, et là, il varie suivant la qualité du réservoir, entre 1% et 90%. Alors, vous avez des tas de gens qui vous disent la moyenne est 35%. Grâce à l'augmentation du taux de récupération, grâce à la technologie, on doit pouvoir monter à 50%. Donc, il dit en mer du Nord, on fait 50%. Et il ne faut pas comparer une bordure de trottoir, un réservoir qui est une bordure de trottoir qui est fracturée, qui va que vous récupérez 1%, et un grès très poreux ou même un calcaire récifal où vous avez des pores où vous pouvez mettre le poing dedans. Donc la mer du Nord, on récupère 50%, parce que le réservoir est très bon. Et parce que la récupération par l'injection d'eau a été très bien faite. Et la preuve, c'est qu'en mer du Nord, on ne fait pas de récupération tertiaire. Il n'y a plus rien à récupérer derrière. Oui. Alors que dans un mauvais réservoir, et notamment dans le bassin du Permien, on fait des tas de récupération tertiaire. Donc, les gens qui vous disent qu'il va y avoir des calculs de réserve sur les champs conventionnels censés faire,
pour le non conventionnel, on ne sait pas faire. On sait pas faire. On ne sait pas faire. Alors les gens regardent ce qui a été généré et disent on va récupérer tant pour cent. Mais personne ne sait, on n'a pas d'historique. Oui. Alors, sur ces champs non conventionnels de pétrole de Rochemer, de Bakken, pourquoi vous, votre déclin est très rapide? Donc la courbe hors Alaska, vous voyez, regardez, qui est en vert ici, vous voyez que vous avez une symétrie parfaite entre la montée et la descente. Oui. Alors moi je l'explique, alors tout le monde vous dit, un champ classique, il monte très vite, il a un plafond, et puis il descend lentement. Il descend à peu près à 5% par an. Donc il est parfaitement non symétrique. Mais aux États-Unis, vous avez 20 000 producteurs. Donc 20 000 producteurs. Ils vont tous de bon cœur. Vous avez, je dirais, la loi des grands nombres. Oui. Donc vous avez, chacun agit dans son intérêt. C'est un mouvement brownien aléatoire. Donc ce qui fait, mouvement brownien, c'est la courbe de Gauss. Alors c'est que la meilleure des choses, ici vous avez un petit plateau. Vous avez un petit plateau. Pourquoi ici? Là, Eisenhower a dit proration. Les champs ne pouvaient pas produire plus d'une semaine par mois. Donc il y a eu la proration. Donc vous voyez, tout le monde a été obligé d'arrêter. Donc vous voyez, ça a été plat. Ici, c'est 80. Le prix a été multiplié par 10. Donc tout le monde s'est mis à produire au maximum. Il faut faire du fric le plus vite possible. Donc on a, vous voyez, ralenti. Et puis après ça a repris. Mais là, alors il y a une chose, donc vous voyez que ça explique bien, quand les gens agissent d'une façon aléatoire, c'est symétrique. Quand par la contrainte, vous êtes obligés d'aller tous dans la même direction, ce ne l'est plus. Mais pourquoi on a ces trucs au même niveau? Alors maintenant, vous voyez, donc ici, on a une montée. Et moi je dis, ça sera symétrique. Pourquoi? Ben parce que, et allez voir mon article du MIT, puisque si vous allez sur le site d'Aspo France, vous avez tous mes papiers. Je suis effrayé de la symétrie et des courbes, de certaines courbes, et notamment aux États-Unis, parce que vous avez énormément d'acteurs. Alors bien sûr, vous allez en Arabie Saoudite, il n'y a qu'une seule compagnie pétrolière, Aramco. Elle agit suivant ses propres intérêts. Il faut bien te dire que l'Aramco, c'est la compagnie de nationale saoudienne. Saoudienne, mais dans l'Aramco, il y a toujours arabienne, américaine, compagnie. Vous avez l'américaine qui est toujours là, ils ne l'ont pas supprimé. Et il faut bien dire que l'Arabie Saoudite, c'est une entreprise familiale. Princière. C'est House of Saud, qui a deux entreprises, deux sources de profit, les pèlerinages et le pétrole. Donc là, si vous voulez, vous n'avez pas du tout de symétrie, puisque c'est le roi qui décide de la production. Et si Alors, donc sur ces pétroles non conventionnels de Rochemer, notamment ceux des États-Unis, vous prévoyez un déclin assez rapide. Il y a un autre élément aussi sur lequel on peut vous questionner, c'est pourquoi est-ce qu'on ne construit pas de pipeline pour transporter le pétrole du Nord Dakota, tous ces trains de centaines de wagons, qui transportent le pétrole dans des conditions de sécurité qui ne sont pas forcément optimales. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas de pipeline? Ben oui, j'ai vu la vidéo que vous venez de faire tourner là sur les trains du Nord Dakota, que j'ai beaucoup apprécié. Oui, ben pourquoi? En définitive, moi je suis un géologue, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on brûle le gaz au lieu de... Alors on brûle le gaz, mais parce qu'il n'y a pas de gazoduc. Oui, alors pourquoi il n'y a pas de gazoduc? Parce qu'il y a des gazoducs, parce que aux États-Unis, c'est le profit immédiat, et en plus de ça, chaque opérateur il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas un gouvernement qui lui dit. Alors, pour revenir, donc, pourquoi? Alors, il y a des compagnies, je sais qu'il y a un an, mais maintenant ils commencent à en construire un peu. Et maintenant, le gouvernement
est en train d'essayer de limiter le torchage du gaz. Donc ils vont, enfin, les gouvernements, les États, hein. Donc l'État de North Dakota va essayer d'implémenter. Donc, mais ce qu'il y a, c'est qu'un gazoduc, hein, c'est un investissement considérable, et théoriquement, hein, c'est pour ça que vous avez un seul marché du pétrole dans le monde. Parce que le pétrole se transporte très facilement par tanker. Transporter le gaz, ça coûte 10 fois plus cher que transporter le pétrole. Et quand vous construisez un gazoduc, vous faites des contrats avec les gens qui vont prendre, c'est des contrats de 20 ans, voilà. Et vous avez des contrats, c'est take-or-pay. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas le gaz, vous le payez de toute façon. Donc vous voyez, le gars qui construit, il est sûr d'être remboursé. Donc c'est des contrats très contraignants. Mais aux États-Unis, personne ne veut faire ça, tout est en spot. Donc ils n'ont pas la garantie de 20 ans, aussi bien pour transporter le gaz que le pétrole. Donc personne ne construit des gazoducs ou des oléoducs. Ils n'ont pas la garantie de 20 ans. Ils n'ont pas la garantie, on montre bien. Moi, si vous voulez, j'ai été pendant 37 ans géologue pétrolier. C'était un métier formidable. Pourquoi? Parce que j'avais le droit à l'erreur. 9 puits d'exploration, je dirais, frontière, sur 10 sont secs. Donc on a le droit de se tromper 9 fois sur 10. On ne se fait pas engueuler quand on fait un trou sec. Mais par contre, de temps en temps, il faut faire des découvertes. Alors moi, dans ma carrière, j'ai commencé par le Sahara, aux découvertes d'Assimé-Saoud 1956 et d'Assirmel, les deux plus grands champs de gaz, de pétrole et de gaz d'Afrique. Donc j'ai commencé par découvrir, j'ai participé à la partie des erreurs de géants. Mais après, j'ai fourré beaucoup de puits secs. Il faut faire des erreurs pour s'améliorer. Donc le gars qui dit « je ne me suis jamais trompé », il ne peut pas s'améliorer. Moi, on me dit « vous êtes expert ». Non, je ne suis pas expert. Un expert, il ne doit pas se tromper. Donc, moi, je veux me tromper. Donc je me suis beaucoup trompé sur les prévisions, et notamment sur la prévision sur le pic du Becken. Bon, j'étais un peu trop pessimiste, mais parce que je pensais que les gens étaient raisonnables. Mais allez voir le papier que j'ai fait, d'ailleurs, le papier que je fais à Marseille, j'ai une liste de mes erreurs, mais enfin, c'est quand même prodigieux de voir les erreurs. Le subprime est basé sur le fait qu'on suppose que le prix de l'immobilier allait continuer à monter pour toujours. On a incité les gens à acheter une maison, j'ai pas d'économie, j'ai pas de salaire, ça fait rien, vous revendrez votre maison plus cher. Achetez-la. C'est ça le subprime. C'est une erreur monumentale sur l'avenir. La meilleure, c'est celle de Fukushima. Fukushima, j'ai été dans des ateliers organisés par EDF il y a quelques années, notamment où il y avait un des membres d'ASPO, qui était Bernard Rougeau, qui faisait un travail considérable. Et puis, donc, c'était EDF plus des gens de l'extérieur. Donc, on se réunissait tous les 2 ou 3 mois et on étudiait des tas de sujets. Et puis, chaque fois sur nucléaire, on me disait Tchernobyl. Tchernobyl, je disais, c'est pas possible, c'est une connerie soviétique. On ne peut pas penser qu'on puisse répéter une telle connerie. Fukushima, c'est encore pire. Fukushima, on a construit une usine à un endroit où on savait qu'il y avait des tsunamis. Donc à Fukushima, on savait, enfin dans tout le Japon, on sait qu'il y a des tsunamis, on sait les mesurer, la géologie, etc., même les anciens, même les récents. Allez sur Internet, vous en avez des dates de plus de 20 mètres. Or, Fukushima, la côte est à 30 mètres de hauteur. Donc s'ils avaient construit au sommet de la falaise, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ils ont rabaissé à 10 mètres. Pourquoi? Pour faire des économies sur le pompage de l'eau. Donc Fukushima, et ils ont construit un mur de 6 mètres. Et puis ils ont mis les générateurs à 10 mètres.
S'ils avaient mis les générateurs, parce que bon, pomper l'eau, ça fait de l'énergie. Descendre un câble, ça coûte pas cher. Donc s'ils avaient mis les générateurs au sommet de la sommet, ils n'auraient pas été inondés. Donc, alors, bon, donc c'est une connerie monumentale. Les dirigeants de TEPCO ont été traînés devant les tribunaux. Et j'ai lu il y a 2 ou 3 mois, ils ont été acquittés parce que supposé que ce n'était pas prévisible. Bon, bien, alors. Ce n'est pas très crédible. Non. Pour revenir, donc, si on veut faire aujourd'hui un état des lieux du peak oil, est-ce qu'il est admis, moyennement admis, complètement rejeté suite à l'emballement médiatique sur les pétroles conventionnels? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la crédibilité du peak oil? Bon, d'abord, le peak oil, et ça veut dire qu'on arrive à un top. D'ailleurs, moi, je suis contre le peak oil. Moi, je dis, il n'y aura pas de peak oil. Moi, je dis, bon, si le peak oil a été inventé par Colin Campbell, le terme, moi, j'ai inventé un vin qui s'appelle le Bombay Plateau. Le Bombay Plateau. Le plateau ondulé. Donc, c'est, si vous voulez, la théorie serait que c'est lourd, mais la pratique, les contraintes, toutes les contraintes, ce qu'on appelle above the ground, puisque tous les graphiques que je fais, c'est en supposant simplement c'est les contraintes below ground. Donc, si on a fait un article avec Jean-Yves en regardant les contraintes above the ground, notamment économiques, donc on arrive à faire des trucs ondulés parce que l'économie c'est chaotique. Mais c'est de même, je fais des prévisions sur les productions, je ne fais jamais des prévisions sur les prix, parce que là, les prix, c'est irrationnel, c'est erratique. Politique aussi. C'est politique, et donc, donc il y a un plateau, et on redescend. Et vous le savez mieux que moi, tous nos dirigeants, aussi bien politiques qu'industriels, sont jugés à la croissance. À la croissance alors le PIB. Alors le PIB, Sarkozy, quand il était en campagne, a dit la croissance, je vais aller la chercher même avec les dents. Puis quand il a vu qu'elle n'arrivait pas, il a dit, parce que bon, quand on me parle de la croissance, je vous dis, la croissance de quoi? On ne parle que du PIB, mais le PIB est un très mauvais indicateur. Le PIB, ce n'est pas, tout le monde pense que c'est les richesses, c'est pas les richesses, c'est les dépenses. Et c'est des dépenses qui sont manipulées. Sarkozy, quand il a vu qu'il ne pouvait pas augmenter le PIB, la croissance, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut changer d'indicateur. Donc il a fait une commission avec 2 prix Nobel, Stiglitz et Sens. Ils ont recherché, et puis ils ont dit, ah ben oui, il faudrait, c'est surtout regarder non pas les dépenses, parce que plus vous avez de guerre, plus vous avez le sida, plus le PIB augmente. Donc il faudra regarder le bien-être. Malheureusement, le bien-être augmente quand on passe de pays développés à un pays industriel, mais après ça plafonne. Et le bien-être, vous avez chacun des façons de calculer. Il y a la façon des Nations Unies, il y a la façon en Angleterre, c'est suivant le nombre de nids, d'oiseaux, etc. Donc, vous voyez. Et y aurait-il aussi un pic du bien-être? C'est-à-dire, serions-nous actuellement sur un plateau? Oui, c'est la façon dont vous le calculez. Alors, vous avez des tas d'indicateurs, je vous dis. Mais ce qu'il y a, si vous regardez les indicateurs de bien-être, ils évoluent. On est au maximum, ils évoluent. Et alors, il y avait un pays qui était le Bhoutan, qui avait décidé de prendre le bien-être comme indicateur. Le manque de peau, cette année, ils viennent de le supprimer. Donc, le drame, c'est que tous nos dirigeants sont jugés à la croissance. Et qui ne veulent pas, parler de décroissance. C'est un problème de... alors, pour tenter de maintenir cette croissance, alors le pétrole va décliner.
tout le monde est d'accord. Il y a les, Mais il va décliner lentement. va Il y aura décliner dans 100 ans, on aura encore du pétrole. Oui, il va décliner. Il va décliner. Bon, il va décliner. Alors, pour maintenir la croissance, il faut trouver d'autres, si on se met dans la logique du calcul du PIB par les hommes politiques actuels, il faut trouver des alternatives au pétrole. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez des alternatives qui sont proposées actuellement? Est-ce que vous pouvez faire un petit panorama alors, en restant dans le fossile, charbon, gaz, oui, enfin, et puis après le soleil, le vent? Première des choses, tout le monde vous sort des beaux graphiques, j'en sors aussi puisque j'ai des données, sur l'énergie primaire. Bon. Alors, vous avez l'énergie primaire. Alors, le problème, c'est que vous avez des gens qui vous disent, oui, mais l'énergie, vous savez que l'énergie se conserve, mais elle se dégrade. Donc, il y a des gens qui vous disent, et notamment les économistes comme Robert Hare, qui vous dit il faut parler d'énergie utile. Alors il y a des termes qui ont été l'exergie. Je dis c'est très bien l'exergie, mais moi, donnez-moi des chiffres. Le problème c'est quand je regarde l'énergie primaire, moi je vois sur mes graphiques, en 1850 c'était pratiquement zéro. Mais Paris a été construit. Alors on a construit comment? On a construit Paris sans énergie. Quelle était l'énergie? C'était le muscle et les animaux. L'attraction animale et l'énergie humaine. Et l'énergie humaine. Alors il y avait un peu, de moulin à vent et il y avait un peu de moulin à eau. Hein. Mais enfin, il faut bien dire que tout ça, par exemple, l'énergie, l'Inde se chauffe en brûlant des bouses de vache. C'est pas compté. Il faut voir les équivalents. Donc, alors on redécouvre l'éolien, mais enfin l'éolien, c'est pas nouveau. Hein. Don Quichotte, il va se battre contre les Assyriens, déjà. Les transports aujourd'hui, alors, toujours alternative, c'est 99% le pétrole. Les transports, c'est le réseau veineux de notre civilisation, oui. Les avions, les bateaux, les semi-remorques. Bon. Qu'est-ce qui peut remplacer le pétrole, puisque le pétrole va commencer à décliner, dans les années qui viennent, le pétrole va commencer à décliner. Qu'est-ce qui peut remplacer le pétrole pour faire marcher tout ce que je viens de citer? Alors, dans les grandes inventions, le moteur à explosion. Oui. Quel est le premier moteur à explosion? Vous savez, quel est-il? Et à quelle année? Denis Papin? Non, ça c'est la vapeur, qui est avant, mais à explosion. 1805, Isaac de Rivas, de l'hydrogène. Hydrogène, voyez? Déjà. Bon, l'hydrogène, c'est très beau, mais manque de peau, il faut la fabriquer. L'hydrogène est fabriqué à 98% à partir de gaz. Bon. Avant 1900, quelle a été la voiture la plus rapide? Voiture électrique. Voiture électrique. Jamais la contente. Jamais content. Jamais content. Autour du monde voiture électrique. En 1900, tout le monde disait c'est la voiture électrique qui est l'avenir. Bon, pourquoi On fabriquait plus de voitures électriques à cette époque que de voitures thermiques. Exactement. Pourquoi? Pourquoi? C'est que le pétrole a gagné. Bon, 1920, Ford, vous disait, l'avenir de la voiture, vous l'alimentez avec les patates de votre jardin. 1920. Donc le pétrole. Jus de pomme de terre fermenté. Voilà. Donc c'était l'alcool, c'était l'électricité, etc. Et le pétrole est arrivé. Pourquoi? Parce que c'est le truc qui se produit, il suffit d'un fort et ça crache. Et ça crache pendant 20 ans. Donc c'est prodigieux ça. Bon, toute l'agriculture, maintenant vous pouvez faire des biocarburants. Mais les biocarburants, l'agriculture à 90%, qu'est-ce que c'est? C'est des tracteurs, donc c'est du pétrole, c'est de l'engrais, c'est du pétrole ou du gaz, et tout ça. Donc, ce qu'il y a dans les transports, c'est un litre de pétrole, c'est quelque chose de plus condensé. Vous ne pouvez pas faire l'équivalent.
C'est 1 litre de pétrole en batterie, c'est, je ne sais plus combien, j'oublie les chiffres, mais c'est c'est 100 kilos de batterie. Donc le drame du pétrole, c'est que, alors Cheikh Yamani disait, la fin de l'âge du silex, ça n'a été de l'âge de pierre, ça n'a été par manque de silex. Donc il dit que ça sera la même chose pour le pétrole. Donc le pétrole s'arrêtera parce que on n'en voudra plus. Mais on n'a pas trouvé, il a tort. On a abandonné l'âge de pierre parce qu'on a trouvé le bronze. On a trouvé mieux. Le bronze, on a trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux que l'essence pour pourquoi est-ce que le pétrole est supérieur à toutes les autres? Parce qu'il est très condensé, il est très maniable, vous pouvez garder... Alors maintenant, la voiture électrique, le problème c'était en 1900, c'était les batteries au plomb. Les batteries au plomb, on n'a pas fait mieux en termes économiques, mais donc c'est trop lourd, donc on fait des batteries magnifiques au lithium, etc. Malheureusement, ça s'enflamme, malheureusement, c'est très cher, ça c'est cher, etc. Et que ce n'est pas aussi pratique que le pétrole. Mais bon, peut-être qu'on trouvera un jour, mais ça non, fait... mais aujourd'hui, bon, ça c'est du domaine du rêve et de la croyance, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a, à l'échelle de ce qui se consomme en pétrole pour les carburants des moteurs thermiques, est-ce qu'on a aujourd'hui un équivalent de même qualité et quantitativement équivalent égal? La première des choses, ce qu'il faut faire, c'est des économies. C'est une aberration d'avoir des gens qui utilisent leur voiture qui fait 1500 kilos pour la plupart du temps être seul dans la voiture. Donc on consomme beaucoup parce qu'on transporte, je dirais, 1000 kilos de trop. Bon, et donc il faudrait... Même en réduisant, dans le sens que vous indiquez, est-ce qu'on peut avoir des sources d'énergie suffisantes pour faire tourner tous les... Non, il faut. Bon, les hybrides c'est bien parce qu'on récupère de l'énergie, c'est quand même ahurissant. Dans une voiture, vous faites de la chaleur et vous consommez de l'énergie pour éliminer cette chaleur, alors que la chaleur c'est de l'énergie. En plus, puis vous freinez, là aussi, vous créez de la chaleur et que vous êtes obligé de perdre. Il y a un gaspillage effréné. Alors, il y a certaines théories qui s'assimilent un peu aux théories du complot, personnes qui soupçonnent l'industrie pétrolière et son lobby politique de freiner, voire de torpiller toutes les recherches sur les énergies nouvelles, ou même d'acheter tous les brevets pour empêcher que d'autres sources d'énergie que le pétrole puissent... Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie qui est souvent entendue dans les cafés ou sur les trottoirs? D'abord, aux États-Unis, vous avez 20 000 opérateurs, producteurs. Donc, ces gars-là, vous ne pouvez pas leur dire qu'on peut faire un complot avec 20 000 personnes. Bon. Bien. D'une part, mais enfin moi, je sais, j'ai été pendant 37 ans chez CFP, chez Total, je sais que quand il y a eu le choc pétrolier, donc on a nos patrons à ce moment-là, on dit il faut prévoir une alternative au pétrole. Et à ce moment-là, dans ces années, on a l'objectif, dans les années 70, c'était d'avoir 10% des réserves mondiales d'uranium et d'avoir 10% du photovoltaïque. Donc CFP a investi dans la recherche d'uranium, il a créé Minatom, donc on a dépensé beaucoup d'argent, ensuite on a revendu ça à Areva. On a sur Voltaïque, on a aussi dépensé beaucoup d'argent, on a eu des filiales aux États-Unis, etc., qui ont été, et on continue d'ailleurs à investir, etc.
Donc on ne peut pas dire... Et donc vous démentez complètement cette théorie du complot. Au du contraire, complot. Les pétroliers, s'ils peuvent investir dans des énergies alternatives... Les gens qui vous donnent toujours le complot, etc., pour faire du complot, il faut être soit très intelligent ou il faut être très peu. Il y a très peu de gens. Donc à partir du moment où vous avez plus de 10 personnes, vous ne pouvez plus parler de complot. Et puis en plus de ça, moi je dis, je crois davantage que le monde est régi par l'ignorance que par la connaissance, et davantage par la connerie que par l'intelligence. Il faut essayer de convaincre les gens que on ne peut plus, on a atteint, je dirais, les limites de la planète. Si vous voulez, autrefois, quand on avait des problèmes, on allait ailleurs. L'homme préhistorique, je dirais, il s'est battu contre les glaciations, on allait plus loin. Bon. Quand les steppes étaient épuisées, on descendait un peu plus loin. On est plus loin. Bon, toujours, c'était go west. Donc les Européens, ils ont été vers l'Amérique, en pensant d'aller dans les Indes. Et puis, les gens de la côte de New York, ils ont été vers le Pacifique. Toujours, mais maintenant, on a fait le tour de la Terre. Donc, moi, je suis frappé parce que en 1931, c'est une date qui me tient à cœur puisque c'est ma date de naissance, Paul Valéry a écrit « Regard sur le monde actuel », il a écrit cette phrase « Le temps du monde fini commence ». Donc il avait... c'est quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas accepter. Et pourtant, il n'était pas scientifique, c'était un poète. Absolument pas. Absolument pas. Il avait déjà vu ça. Il avait déjà ça. Mais si vous voulez, c'est comme le problème de la croissance et la décroissance. Le monde ne veut pas accepter qu'il est mortel. L'homme se croit immortel. Il ne veut pas penser à sa mort. Et c'est là le drame. Toutes les civilisations sont mortelles. Qu'est-ce que vous pensez alors des théories comme celle de Jared Diamond, théorie d'effondrement, puisqu'on a vu il y a un déclin du pétrole, vous parlez du déclin finalement de la civilisation. Est-ce que vous voyez ça progressif? Ça dépend. Que vous voyez des stratégies d'effondrement ou du chaos? L'Empire romain, il s'est écroulé pourquoi? L'Empire romain, c'était la conquête. La conquête, on gagnait de l'espace avec des mercenaires. Les mercenaires, il fallait les payer. Donc, on les payait avec le bulletin qu'on avait. On les payait aussi avec la monnaie. Le déclin de l'Empire romain, c'est le déclin de sa monnaie. Oui, tout à fait. Au départ c'était de l'argent. Et c'était les mines de Rio Tinto. Oui. Et Rio Tinto, une fois qu'ils ont brûlé, parce qu'il fallait brûler chauffer le sédiment, ils ont brûlé tous les arbres, ils ont descendu dans le plan d'eau, il n'y avait plus, ils ne pouvaient plus exploiter les mines de Rio Tinto. Donc la monnaie, c'était plus de l'argent, c'était du plomb, etc. Donc, et puis en plus de ça, ils ne pouvaient plus payer les mercenaires. Oui. Donc l'Empire romain s'est écroulé par le manque de monnaie. La Maya, changement climatique. Donc vous voyez que ça dépend, chaque civilisation peut avoir une mort différente. Oui. L'île de Pâques, on dit qu'ils ont coupé tous les arbres. Problème des ressources. Problème des ressources. Alors, puisqu'on parle de l'Antiquité, l'homme moderne a tendance à se considérer comme étant plus fort que l'homme préhistorique. Certaines études récentes indiquent cependant que l'homme moderne serait inférieur à l'homme préhistorique, tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Physique, sûrement. Bon, on est tellement habitué à vivre avec de l'énergie, etc. Moi j'ai vécu, j'ai exploré sous la tente par moins 45 et plus 45. Maintenant, ça ne fait plus, c'est cabine conditionnée, etc.
Physiquement, donc, on est inférieur à l'homme préhistorique. Sans énergie, un homme moderne meurt en quelques jours dans la nature. Est-ce que vous pensez qu'on est plus intelligent que l'homme préhistorique? Plus intelligent, oui, parce qu'on avait la connaissance et le langage, et on peut vivre sur le passé des anciens par la lecture, que ne pouvait pas faire l'homme préhistorique. Mais au point de vue artistique, il était bien supérieur. Moi, je préfère visiter Lascaux du temps où on pouvait les vrais, mais quand on regarde les grottes de Chauvet, etc., c'est prodigieux. Bon, je suis désolé, ça vaut tous les artistes actuels. Et donc l'homme préhistorique, enfin, c'est remarquable la façon dont on traitait l'homme de Néandertal. On le traitait comme une brute terrible. Maintenant, on s'est aperçu, et sûrement on n'avait jamais frayé avec lui. Maintenant, on s'est aperçu qu'on a 5% de lui dans nos gènes, et puis que lui aussi, il y avait un sens artistique. Donc, oui, l'homme moderne, ce qu'il y a, c'est qu'il est très vulnérable parce qu'il est habitué à un mode de vie qui était basé sur l'énergie bon marché. Et l'énergie bon marché, il n'y en a plus beaucoup. Alors, ne serait-il pas vulnérable pour une autre raison? On prévoit 9 milliards d'humains pour 2050, c'est-à-dire demain. Comment voyez-vous l'évolution de la courbe démographique dans un contexte de diminution corrélative des ressources naturelles disponibles? Bon, alors, quand j'ai commencé à passer au pick-up, je disais il n'y a pas de problème, parce que, dans les années 95, parce qu'il va y avoir le nucléaire, puis après j'ai aperçu que le nucléaire a ses limites aussi de ressources, et puis je pensais aussi, parce que j'avais regardé les prévisions, parce qu'on pouvait faire des prévisions, la modélisation de la population est identique de celle de production pétrole, notamment il y a un gars qui est utilisé comme le Hubert, bourgeois, un gars de l'hiver. Et donc je disais, il n'y a pas de problème, parce que le taux de fécondité baissant, on disait qu'il allait avoir, moi je disais, l'énergie, le pic va être vers les 2030, 2040, avec gaz, etc. Mais on prévoyait un pic de la population également. Et puis on s'est aperçu que si si vous voulez, l'augmentation en nombre, le pic, ça a été dans les années 88, on était à plus de 80 millions, c'est descendu à 76, maintenant on remonte. Depuis 5 ans, le taux de fécondité de certains pays remonte. Et notamment, la fécondité est liée à l'éducation des femmes, des jeunes filles. Et quand vous avez des pays où on tue les jeunes filles, où on parce qu'elles vont à l'école, c'est là où on peut se faire du souci. Moi je dis le problème, c'est davantage la démographie que les ressources. Je suis très inquiet, c'est que les prévisions. Alors c'est très amusant, c'est très intéressant, parce que il vient de sortir il y a un mois un papier, d'ailleurs il faut payer pour l'acheter, de IASA. IASA, vous savez ce que c'est IASA? C'est International Institute of Applied Analysis of Applied System. Ça a été quand Khrouchtchev et Kennedy ont failli s'envoyer des bombes atomiques Cuba. Ils ont dit il faut être un endroit où on peut parler. Donc ils ont créé IASA, qui est à Vienne, pas à côté, à Saint-Petersbourg, où pendant la guerre froide, il y avait des scientifiques américains et russes qui travaillaient ensemble sur le futur de l'humanité. Et donc ils ont fait des tas d'études. Et le principal, alors tous les scénarios énergétiques, tous les scénarios énergétiques du GIEC ont été conçus à IASA par des économistes dirigés par Dr Nakisenovic. Et donc, ces scénarios qui sont, tout le monde dit que ce sont des prévisions, il y a 40 scénarios énergétiques.
et démographiques. Mais énergétique, on pense que c'est des prévisions. Non, c'est ce qu'il appelle, c'est des storylines, c'est des histoires. Alors, et donc, ça n'a rien à voir avec les prévisions officielles, donc vous avez un beau graphique. Mais, et dans ces histoires, par exemple, il disait, il y avait, en 2100, la population pourrait être 7 milliards, ou pourrait être 15. Or, tout le monde sait que ça ne sera pas 15, ni 7. Ça sera quelque chose. Mais il vient de sortir une nouvelle étude de Yassa, par un professeur Lutz, et lui il dit, en 2100, ça sera 9,2. Alors que les prévisions, alors là, il y a une façon de faire en étudiant le comportement des pays, alors que les Nations Unies fait des prévisions avec des taux de fécondité qui sont je dirais, des vœux pieux. Donc ils estiment, ce qu'ils ont fait en 2003 par exemple, ils disaient qu'en 2300, tous les pays auraient un taux de fécondité égal au taux de remplacement, 2,1. Alors comme on sait qu'il y a des pays qui sont à 1, ils vont remonter à 2, et des pays qui sont à 7 qui vont descendre à 2. Et ça, c'est des vœux pieux. Et quand on regarde le comportement, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Or, ils viennent de sortir des chiffres, donc ils viennent de sortir 9,2 en 2100. Or, si on regarde la fourchette des dernières prévisions des Nations Unies, qui est les prévisions de 2012, c'est entre 9,6 et 12,3. Donc le chiffre de Yassa, il est en dehors de la fourchette des Nations Unies. Donc ça montre bien que bon, personne ne sait calculer. Alors si on met en perspective ces chiffres de démographie qui présentent les éléments inquiétants que vous indiquez, si on les met en perspective des chiffres des ressources naturelles qui diminuent, après les espoirs d'autres qui ne sont pas concrétisés, est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir, la mise en perspective de cette explosion démographique, tout au moins de cette croissance démographique et de cette déplétion des ressources naturelles, notamment avec les difficultés pour l'agriculture qui va devoir avoir des carburants nouveaux. Est-ce que c'est pour vous le premier facteur d'inquiétude pour l'avenir ? Si on regarde l'énergie disponible par habitant, oui, oui. C'est important. Bon. Pour les 20 prochaines années, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est après. Oui. Parce que les 20 prochaines années... 20 ans, c'est demain. Hein. Oui, mais c'est demain, oui. Bon, donc pour moi, déjà j'ai dépassé mon espérance de vie, donc pour moi c'est pas un problème. Mais c'est pour mes enfants et mes petits-enfants. Voilà. Et surtout mes petits-enfants. Mais ce qu'il y a, c'est que je dis, bon, moi je suis désolé, quand j'étais jeune, bon, j'ai vécu la guerre, donc je sais ce que c'est non, de se priver. Ne pas avoir assez. Or, si vous voulez, c'est affolant, moi, quand je vois, quand je vais au restaurant, et que quand vous me servent des portions et que je suis obligé de laisser de la nourriture dans mon assiette, pour moi, ça ne se fait pas. Le drame, c'est que vous avez, aux États-Unis, vous avez 50% de la nourriture qui est jetée, 33% en Angleterre, 25% en France. Donc, le gaspillage est inouï. Moi, j'ai horreur du gaspillage. Alors, j'ai horreur de jeter, j'ai commis des tas de choses. Mais il faut à l'heure actuelle, on me dit il y a des tas de solutions. Je dis non, la solution, c'est qu'il faut changer de mode de vie. On est dans une société de consommation basée sur l'énergie bon marché. L'énergie de consommation, c'est jeter, dès que ça ne marche plus, on ne répare plus, on jette. Donc on va passer demain à une société où l'énergie sera chère. On y est déjà. On y est déjà. Eh bien, on va y passer. On y est déjà. Enfin, Et donc modifier ce mode de vie, modifier ce comportement individuel, à votre avis, ça passe
par des dispositifs étatiques ou par une modification de l'esprit des gens? Non, c'est le comportement des gens. C'est pour ça que, de toute façon, La solution est en nous. Et pour ça que les journalistes ont beaucoup à faire. Il faut essayer de faire comprendre aux gens qu'on vit aussi bien en consommant mieux et consommant moins. Mais les journalistes sont vendus entre guillemets aux hommes du pouvoir et de la finance, donc c'est pas eux qui vont nous expliquer tout ça. Comment est-ce que on peut changer notre mentalité tout seul? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Par la force des choses peut-être, si on est obligé de le faire. Moi je crois que les gens, on ne vit, tout le monde par exemple vous dit il faut changer. Tout le monde dit ah oui il faut changer, mais personne ne le fait. Mais c'est le copain, c'est toujours le voisin, Oui, hein, c'est voilà. jamais soi. C'est jamais soi. Mais ça va commencer, non, ça commence. Mais ça prendra du temps. Et le drame, c'est que les nouvelles générations, ils sont habitués, ils sont accros à leur téléphone, à leur mobile, etc. Il s'est basé sur un truc complètement artificiel. Alors est-ce que finalement la diminution de la disponibilité en ressources naturelles, c'est pas un bien? Oui, non mais moi je suis l'homme optimiste finalement. Ne change que quand il est contraint. C'est nécessité fait loi. Mais là, ce qu'il y a, c'est pas agréable parce que l'homme est en même temps innovatif, etc. Mais en même temps, il aime bien le confort. Et on est par essence paresseux. La France en est un exemple. On est un des pays qui travaillons le moins. Je suis effaré de voir que par exemple, à l'heure actuelle, on dit c'est affreux, le MEDEF dit il faut supprimer 2 jours fériés. Mais on travaille 200 heures de moins que les Allemands ou les Anglais. Donc c'est pas 2 jours fériés qu'il faudrait supprimer. C'est 25 jours fériés qu'il faudrait supprimer si on veut travailler autant que les... On dit c'est la crise, mais il n'y a jamais autant de gens qui sont en vacances. Jean Leurrer, merci. Merci d'être venu, merci de m'écouter, merci de mettre de l'ordre dans tout le bazar que je vous ai raconté. Mais ce qu'il y a, il faut dire aux gens, n'écoutez pas ce que l'on vous dit, faites votre propre opinion d'après les données, les courbes. C'est parce que les courbes mentent moins que les paroles.